Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hier c'était la Saint-Valentin, j'espère que vous vous êtes bien amusés pour ceux qui étaient en couple, que vous avez pu célébrer un peu votre amour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir des cas d'amour très particuliers parce que je vais vous parler de couples qui ont décidé de célébrer leur amour d'une manière qui fait énormément de mal dans l'horreur en commettant des crimes, les crimes les plus abominables qui soient, en tuant. J'ai découvert plein d'histoires de couples et j'espère que ça vous intéressera, aussi que ça ne vous donnera pas d'idées, d'activités à faire avec votre moitié. Je vous le déconseille, si cette vidéo vous plaît, vous pouvez laisser un j'aime, vous abonner à la chaîne, c'est extrêmement important, n'oubliez pas. Retrouvez-moi aussi sur Instagram @KenTV que je vous affiche juste ici. Je tiens à m'excuser si ma voix parfois pendant la vidéo part un peu en cacahuète. Je suis un petit peu malade, là je suis sur la voie de la guérison, je suis un petit peu malade, mais sur la voie de la guérison. En tout cas, j'espère que ça ne vous posera pas de problème à l'écoute. Et si maintenant vous êtes prêts, bien installés, on est parti pour voir ensemble ces couples de l'horreur. Il y a des couples qui ne se contentent pas d'aimer. Ils se mettent à croire ensemble que le monde leur doit quelque chose. À deux, ils franchissent une ligne, puis une autre, et encore une autre, jusqu'à ne plus savoir revenir en arrière. Et quand la chute arrive, elle arrive toujours ensemble. Dans l'Amérique de la Grande Dépression, certains criminels ne sont pas seulement traqués, ils sont transformés en légendes. Des visages qui s'impriment dans les journaux, des noms qu'on chuchote dans les stations-service, et cette fascination étrange pour ceux qui défient l'ordre établi. Bonnie Parker et Clyde Barrow font partie de ces mythes. Une romance prise dans la poussière des routes texanes, vendue comme une rébellion romantique, et qui finira dans le fracas des balles et la trahison. Bonnie Elizabeth Parker naît le 1er octobre 1910 à Ravenna au Texas. Brillante, créative, ambitieuse, elle écrit de la poésie et rêve d'une vie de scène, d'une vie plus grande que les rues modestes de Dallas où elle grandit après la mort de son père. Très jeune, à 16 ans, elle épouse Roy Thornton, un petit délinquant. Le mariage s'effondre vite. Thornton est arrêté pour vol et Bonnie reste officiellement mariée. Un détail qui aura quelque chose de glaçant plus tard, parce que jusqu'à la fin, elle portera encore son alliance. Clyde Chestnut Barrow, lui, naît le 24 mars 1909 près de Dallas. Il grandit dans une pauvreté extrême. Sa famille vit sous une toile, parfois dans des conditions précaires, toujours en mouvement, toujours à chercher du travail. Clyde est intelligent, mais agité, et surtout rongé par l'idée de ne jamais sortir de cette misère. Il commence petit, des poules, puis des voitures, et très vite, il bascule vers une criminalité plus violente. Quand il est envoyé à l'Eastham Prison Farm, une prison réputée brutale, Clyde en ressort brisé à sa façon. Humilié, maltraité, mais endurci. Ce lieu ne le corrige pas, il le transforme. Et quand il sort en 1932, il n'est plus un petit voleur. Il est un homme consumé par la rage contre le système pénitentiaire du Texas et contre la loi elle-même. En janvier 1930, à Dallas, une rencontre se fait par des amis communs. Clyde a 20 ans, Bonnie en a 19. Et parfois, une seconde suffit à changer toute une vie. Entre eux, c'est immédiat, électrique. Bonnie voit en Clyde une porte de sortie, un risque, un vertige, la promesse d'échapper à une existence étroite. Clyde, lui, trouve chez Bonnie quelque chose de rare, une loyauté totale, presque une forme de dévotion, et surtout quelqu'un qui partage ce frisson du danger. Peu après leur rencontre, Clyde est arrêté pour une série de cambriolages et renvoyé à Eastham. Mais cette fois, Bonnie ne reste pas à distance. Elle s'implique, elle lui fait passer une arme, ils s'évadent brièvement, un acte qui scelle leur lien comme une signature. Clyde est rattrapé, puis finalement libéré sur parole en 1932. Et à ce moment-là, Clyde prononce une phrase qui ressemble moins à une promesse qu'à une condamnation. Il jure qu'on ne le reprendra jamais vivant. À sa sortie, Clyde replonge presque immédiatement. Il crée ce qui deviendra le Barrow Gang. Autour de lui gravite une petite constellation d'alliés. Son frère Buck Barrow, la femme de Buck, Blanche, et d'autres complices de passage comme W.D. Jones, Henry Medvin ou Ray Hamilton. Au début, ce sont des vols de voitures, des braquages de petites boutiques, puis l'escalade, les armes, les courses-poursuites, les fusillades et les morts aussi des deux côtés. Entre 1932 et 1934, ils sont constamment en mouvement. Stations-service, diners, banques de petites villes, souvent pour des butins maigres. Ils dorment dans des champs, des granges abandonnées, vivent dans des voitures volées.
Clyde est un conducteur hors pair, un mécano capable de maintenir une machine en vie à coups de fil de fer et de volonté. Et Bonnie, contre toute attente, devient une pièce centrale de l'image, son charme, sa présence et surtout sa poésie. Car l'Amérique de la dépression est un pays qui souffre, et quand un pays souffre, il cherche parfois des symboles. Certains commencent à voir Bonnie et Clyde comme des Robins des Bois modernes, des rebelles face aux banques et à une police jugée brutale. Les journaux en rajoutent, ils romancent, ils fabriquent une icône. En 1933, dans une planque à Joplin, dans le Missouri, des photos sont retrouvées. Bonnie pose avec un cigare, une arme à la taille, Clyde sourit, fusil en main. Ces clichés font le tour du pays et transforment deux criminels traqués en célébrités nationales. La violence devient une légende, le crime se mélange au spectacle. Mais derrière les photos, la réalité est moins glamour. Leur cavale laisse des victimes et la pression monte. Leur règne attire l'attention du FBI et des polices d'État. Bonnie est gravement blessée lors d'un accident de voiture en 1933 et elle restera handicapée. Malgré tout, elle refuse de quitter Clyde. La dépendance entre eux devient totale. L'idée même de se séparer n'existe plus. Bonnie écrit aussi un texte qui résonne comme une prophétie. Dans ce poème, elle imagine leur fin, ensemble, jusqu'au bout. Comme si, à force de jouer avec la mort, ils avaient fini par l'inviter à s'asseoir sur la banquette arrière. Au début de 1934, les forces de l'ordre n'en peuvent plus. Un nom revient pourtant sans cesse, Frank Hammer, Texas Ranger, ancien capitaine réputé pour son obstination et sa précision. On lui confie la chasse. Hammer étudie leurs habitudes, suit leurs traces à travers le sud des États-Unis, repère un schéma. Ils reviennent souvent vers des proches, des planques, des points de chute, et peu à peu, ils remontent jusqu'à un homme du gang, Henry Medvin, puis à son père, Ivy Medvin, qui accepte d'aider à monter un piège en échange d'une clémence pour son fils. Le 23 mai 1934, près de Gippsland, en Louisiane, la route devient un couloir de mort. Une embuscade est mise en place le long d'un chemin rural. Bonnie et Clyde approchent dans une Ford V8 volée. Ils ralentissent, croyant reconnaître un visage familier. Et là, tout bascule. Les tirs éclatent. La voiture est criblée. L'attaque est d'une violence fulgurante, impossible à négocier. Quand le silence retombe, Bonnie et Clyde sont morts, côte à côte, exactement comme dans le poème. Et comme souvent, l'après est presque aussi dérangeant que la fin. La scène devient un spectacle macabre. Des curieux se pressent, certains arrachent des souvenirs, des morceaux d'histoire, comme si toucher la légende pouvait donner un sens à la misère de l'époque. Leur Ford, troué de balles, est exhibé plus tard comme une attraction. Bonnie et Clyde sont enterrés séparément à Dallas. La mère de Bonnie refuse qu'elle repose près de Clyde, et même la mort ne les réunira pas officiellement. Leur histoire, pourtant, ne s'éteint pas. Elle se transforme. Films, chansons, livres, jusqu'à devenir un mythe américain durable. Celui de deux amants jeunes, imprudents, immortalisés par le mélange toxique de l'amour, de la violence et de la rébellion. Ils n'étaient pas des voleurs nobles, ils étaient des tueurs. Mais leur époque, la faim, la colère, la défiance, a fait d'eux un symbole. Comme si les années 30 avaient eu besoin de deux visages pour raconter le désespoir et l'illusion de liberté à n'importe quel prix. Ils sont morts à 23 et 25 ans, trop jeunes, et pourtant figés pour toujours dans l'imaginaire américain. Suzanne et James Carson n'étaient pas, au départ, ces monstres qu'on imagine dans les faits divers. Leur histoire ressemble d'abord à celle de deux adultes cabossés, ordinaires, jusqu'au moment où leurs failles se sont emboîtées comme deux pièces d'un même piège. Dans certains couples, la folie ne tombe pas du ciel, elle se fabrique à deux. Les psychiatres parlent parfois de folie à deux, un délire partagé où l'un entraîne l'autre et où la réalité se met à plier, puis à se briser. Chez eux, tout commence bien avant les meurtres. James Clifford Carson, celui qui adoptera plus tard le nom de Michael Bear Carson, né en 1941 en Oklahoma. Pendant des années, il semble mener une vie presque normale. Études, curiosité intellectuelle, théologie, philosophie, il a même une fille prénommée Jennifer. Mais à mesure que le temps passe, quelque chose se dérègle. Il devient plus instable, plus renfermé, plus dur. Il ne veut plus travailler, s'enfonce dans un mode de vie destructeur, et son mariage finit par éclater à la fin des années 70. En face, Susan Barnes Carson, plus âgée de quelques mois, a une autre trajectoire. Elle a connu le confort d'une banlieue, le rôle de mère et d'épouse, une vie respectable. Mais sous cette façade, elle étouffe. Elle cherche à fuir, à s'inventer une autre existence. Les drogues hallucinogènes prennent de plus en plus de place, et avec elles, des visions, des certitudes mystiques, une conviction grandissante d'avoir un don. Sa vie personnelle s'effondre, et Suzanne commence à se rebaptiser Suzanne, comme si changer une lettre suffisait
à renaître. Quand Suzanne rencontre James en 1978, ce n'est pas une romance, c'est une collision. De solitude, de divorce, deux esprits déjà fragiles qui se persuadent immédiatement d'être destinés l'un à l'autre. Dans le récit de Jennifer, la fille de James, c'est là que son père disparaît. L'homme doux et présent n'existe plus. À partir de ce moment-là, Suzanne semble prendre la place de la réalité et James devient malléable, prêt à tout avaler, prêt à tout justifier. Suzanne ne se contente pas de l'aimer, elle le façonne. Elle le renomme, le rebaptise Michael avec un vernis biblique, comme si Dieu lui-même avait signé cette transformation. Ensemble, ils basculent dans une spiritualité déformée, nourrie de drogue, de paranoïa et d'une obsession. Ils seraient au-dessus de la morale, des élus, des guerriers. Peu à peu, leur délire se construit comme une doctrine. Ils voyagent, parlent de religion, tentent de convertir, sans succès. Alors, ils radicalisent. Ils se persuadent que des sorcières existent partout. Des gens capables, selon eux, de contrôler les autres, de voler des pouvoirs, de corrompre le monde. Et si ces sorcières sont réelles, alors les tuer devient un devoir. À un moment, leur délire prend même la forme d'un projet insensé. Un plan d'assassinat visant le président des États-Unis de l'époque. Le scénario est écrit, consigné, préparé, jusqu'à ce qu'un randonneur tombe sur des éléments compromettants et alerte les autorités. L'affaire est jugée assez grave pour que les services secrets s'en mêlent. Mais rien ne les arrête vraiment. Ce n'est pas un réveil, c'est juste un obstacle de plus sur leur route. Puis vient San Francisco, le quartier de Haight-Ashbury, et une jeune femme de 23 ans, Kerryn Barnes. Elle rêve de percer, cherche sa place, s'intéresse un peu au spirituel, et elle croise leur chemin. Le couple s'installe chez elle, et au début, Kerryn représente ce qu'ils veulent. Une présence, une proie symbolique, quelqu'un qui valide leur mission. Mais quand Kerryn refuse d'entrer dans leur dynamique intime et leur emprise, Suzanne retourne la situation comme elle le fait toujours. Ce n'est pas un refus, c'est une preuve. Kerryn devient, dans ses visions, une sorcière, une ennemie, une voleuse de pouvoir. Et quand quelqu'un est étiqueté sorcière dans leur monde, la sentence tombe. Le meurtre de Kerryn marque un point de non-retour. La violence est extrême, méthodique et surtout froide. Après l'avoir tué, ils tentent même de mettre en scène la scène comme si leur délire devait laisser une trace, comme si leur œuvre méritait un décor. Puis, ils disparaissent. Commence alors une cavale, faite de forêts, de cabanes, de routes, de petits boulots sur des fermes et d'une étrange propagande. Ils parlent d'apocalypse nucléaire, se disent révolutionnaires, prêchent une idéologie confuse. Sur une ferme de marijuana en Californie du Nord, ils se font remarquer. Trop bizarres, trop instables, trop agressifs. Ils se créent des ennemis. Et l'un d'eux, un homme nommé Clark Stephens, finit lui aussi jugé par leur logique. Il est tué et il tente de faire disparaître les preuves. Pendant ce temps, l'enquête se resserre. Les policiers récupèrent des noms, des détails, des traces. À un moment, Michael est même arrêté, puis relâché à cause d'un enchaînement administratif absurde, une erreur qui leur offre de l'air. Ils reprennent la route, remontent vers les montagnes, se cachent, survivent en faisant du stop. En janvier 1983, près de Bakersfield, ils montent dans le véhicule d'un homme, John Charles Eliar, 30 ans. Un trajet banal, mais dans l'esprit de Suzanne, rien n'est banal. Elle décide immédiatement qu'il est une sorcière, qu'il doit mourir. Ce qui suit est un chaos sur le bord de la route, sous les yeux de témoins. Une escalade irréversible. John finira par succomber à ses blessures. Et cette fois, la police est déjà là, déjà en alerte, déjà sur eux. Une poursuite s'engage et leur fuite se termine dans un crash. Le couple est finalement arrêté. À partir de là, leur histoire devient un spectacle morbide. Au lieu de nier, ils réclament l'attention. Une conférence de presse, une mise en scène. Ils parlent pendant des heures de leur religion, de leur vision, de leur mission. Les médias leur collent un surnom, les San Francisco Witch Killers, soit les tueurs de sorcières de San Francisco. Ils sont soupçonnés d'autres crimes, évoqués parfois comme possibles responsables d'un nombre plus large de meurtres. Mais ce qui est retenu, ce qui est jugé, ce sont 3 homicides commis entre 1981 et 1983. Le verdict tombe, prison à vie. Et même derrière les barreaux, ils restent enfermés dans la même chose que dehors. Leur certitude d'avoir raison. Parce que le plus glaçant dans cette histoire, ce n'est pas seulement la violence, c'est la mécanique. Cette idée qu'à deux, on peut fabriquer un monde alternatif, puis l'imposer aux autres, coûte que coûte. Et quand ce monde commence à exiger du sang, il ne demande pas la permission, il avance comme une croyance qui a appris à marcher.
Ici, on va rentrer dans une horreur qui ne court pas les rues. Elle reste derrière une porte fermée. Un couple, une maison, une vie qui semble normale, une façade parfaite. Et pourtant, à l'intérieur, tout est caché, tout est dissimulé. Et le pire, c'est que personne ne se doute une seule seconde de ce qu'il se cache dans ce lieu clos. Il y a des affaires criminelles qui choquent un pays, et puis il y a celles qui le traumatisent, au point de changer durablement la manière dont une société regarde ses propres angles morts. À Gloucester, en Angleterre, derrière une façade banale de famille ouvrière, une maison va devenir un symbole, une adresse laissée comme une cicatrice. Le 25 Cromwell Street. Pendant plus de 20 ans, une horreur méthodique s'y serait déroulée derrière des rideaux tirés. Et quand la vérité commence à émerger, le Royaume-Uni découvre qu'un couple a pu construire, au cœur d'un quartier ordinaire, un monde fermé où la peur étouffe tout. Fred West naît en 1941 dans un village rural. Très jeune, il grandit dans un environnement instable, marqué par la pauvreté et des tensions familiales. Adolescent, il quitte l'école très tôt. Il travaille de ses mains, apprend la mécanique, le bâtiment, ce genre de compétences qui, plus tard, lui donnera une autonomie totale. Il sait réparer, bricoler, construire, modifier. 2 accidents à la fin des années 50 et au début des années 60 laissent des séquelles importantes. Des proches parlent d'un changement net, Fred devient plus impulsif, plus agressif. Des spécialistes évoqueront ensuite l'idée que ces traumatismes ont pu altérer son jugement et ses freins moraux. Mais attention, expliquer n'est pas excuser. Ce qui suit relève d'un choix, d'une trajectoire, d'une prédation. Au début des années 60, Fred a déjà la réputation d'un homme dangereux, obsédé par le contrôle. Il se marie à une femme écossaise, Rena, et s'installe à Glasgow. Elle a déjà une fille, Charmaine, que Fred élève comme la sienne. Ils auront ensuite une autre enfant. Le couple bascule vite dans une relation toxique et violente. Domination, intimidation, isolement. Quand Rena tente de partir, la violence et la manipulation servent de chaînes invisibles. Rosemary Letts, elle, née en 1953 dans le Devon. Son enfance est elle aussi marquée par un climat familial chaotique, avec des violences et des abus rapportés. Adolescente, elle est instable, vulnérable, et elle croise Fred alors qu'elle n'a que 15 ans. Lui en a 27. L'écart est énorme, et tout de suite, quelque chose se met en place. Une relation d'emprise. Rose est attirée, fascinée. Son père s'oppose, elle fuit, elle s'installe avec lui. À partir de là, on n'est plus dans l'histoire d'un couple dysfonctionnel. On entre dans celle d'un duo qui se construit comme une forteresse où chacun nourrit le pire chez l'autre. En 1971, Fred est incarcéré pour une peine courte. Rose se retrouve seule à gérer les enfants. Les témoignages évoqueront plus tard un climat de terreur dans la maison. Cette année-là, une adolescente disparaît, Charmaine, la fille de Rena. Puis Rena elle-même disparaît à son tour, venue chercher sa fille. La version officielle à l'époque n'est qu'un brouillard d'excuses et de mensonges. Et c'est ça le plus glaçant. Pendant longtemps, les disparitions sont avalées par le quotidien, par la confusion, par l'isolement social, comme si l'horreur pouvait se cacher derrière la banalité. En 1972, Fred et Rose se marient et s'installent au 25 Cromwell Street. À l'extérieur, ils donnent l'image d'une famille nombreuse, populaire, presque ordinaire. Fred travaille sur des chantiers, la maison accueille des locataires, des personnes de passage. Rose, parfois, gagne de l'argent d'une manière qui renforce le contrôle de Fred. Mais à l'intérieur, selon l'enquête, la maison devient autre chose. Un espace organisé autour de la domination, des abus, du silence. Une maison qui, au fil des années, attirerait des victimes vulnérables. Des jeunes femmes en rupture, des autostoppeuses, des étudiantes, des personnes isolées. Certaines connues du couple, d'autres de parfaites inconnues croisées au mauvais endroit, au mauvais moment. Entre les années 70 et la fin des années 80, les autorités attribueront au couple au moins 12 victimes, parmi lesquelles une de leurs propres filles, Heather, disparue en 1987 à 16 ans. Là encore, la famille invente une histoire, départ, fugue, job dans un internat, des récits qui brouillent, qui achètent du temps, qui empêchent de regarder la vérité en face. Et pendant des années, ce temps leur appartient. Ce qui rend ce dossier insupportable, ce n'est pas seulement l'ampleur des crimes, c'est le fait qu'ils aient pu fonctionner si longtemps. Parce que Fred et Rose n'étaient pas des monstres criants, évidents, caricaturaux. Ils savaient jouer un rôle, sourire aux voisins, plaisanter, prêter des outils, se fondre dans la rue, construire une façade assez crédible pour que les signaux d'alarme soient minimisés, rationalisés et repoussés. Le basculement arrive au début des années 90. L'un des plus jeunes enfants se confie à un enseignant. Les services sociaux et la police interviennent.
Les enfants sont retirés de la maison. Et soudainement, la mécanique du silence se fissure. Quand les victimes survivantes parlent, quand les contradictions s'accumulent, la police obtient un mandat de perquisition. En février 1994, les fouilles commencent. Et là, l'affaire change de dimension. Les enquêteurs découvrent des restes humains enterrés sur la propriété, puis d'autres ailleurs dans la maison. À ce moment précis, le Royaume-Uni comprend qu'il ne s'agit pas d'un fait divers. C'est un des pires sites criminels que le pays ait connu. Fred et Rose sont arrêtés. Au départ, ils nient, puis Fred commence à lâcher des aveux partiels, décousus, contradictoires, juste assez pour relier des disparitions entre elles, juste assez pour dessiner une carte de l'horreur. Il tente aussi de charger Rose, de la présenter comme étrangère à tout ça. Mais les témoignages et les éléments d'enquête contredisent cette version. Avant même l'ouverture de son procès, Fred se donne la mort en prison. Au début de l'année 1995, il laisse une lettre où il parle d'amour pour sa famille et d'impossibilité de faire face à l'avenir. Sa mort le soustrait donc au procès et il laisse Rose seule face à la justice. À l'automne 95, Rose est jugée à Winchester Crown Court pour 10 meurtres. Le procès est lourd, éprouvant, porté par des preuves et des témoignages qui marquent durablement l'opinion. L'accusation ne la présente pas comme une épouse passive, mais comme une partenaire active, impliquée et parfois même dominante. Elle montre un peu d'émotion. Et le 22 novembre 1995, elle est reconnue coupable et condamnée à la prison à perpétuité sans possibilité de libération. Après ça, il reste une question obsédante. Que faire d'un lieu pareil ? En 1996, le 25 Cromwell Street est démoli pour éviter qu'il ne devienne une attraction morbide. L'endroit est transformé en jardin mémoriel, une tentative de rendre au sol une forme de silence, mais un silence digne cette fois, pas celui de la peur. L'affaire West choque tellement qu'elle déclenche des remises en question profondes sur la protection de l'enfance, sur la coordination entre écoles, police et services sociaux, sur la violence domestique cachée, sur cette capacité terrifiante qu'ont certains foyers à devenir des prisons invisibles. Et dans la mémoire collective britannique, une expression s'impose, House of Horrors, comme si la langue elle-même avait besoin d'un terme pour contenir l'inacceptable. Sur le plan psychologique, beaucoup décriront leur dynamique comme une forme de folie à deux. Un couple où la cruauté devient un langage commun, un système fermé qui se renforce, où la frontière entre désir de contrôle et violence disparaît. Mais la vraie leçon, la plus dérangeante, n'est pas dans les diagnostics. Elle est dans le fait que tout ça a pu durer si longtemps, sous les yeux du monde, derrière une façade qui semblait normale. Parce que parfois, le mal ne ressemble pas à un monstre. Parfois, il ressemble à une maison comme les autres, sur une rue comme les autres. Dans certains quartiers tranquilles, le mal ne prend pas la forme d'un homme inquiétant au coin d'une rue. Parfois, il prend la forme d'un couple, jeune, souriant, parfait. Une bague au doigt, une vie qui semble normale. À la fin des années 80, dans la banlieue est de Toronto, un prédateur rôde. Des agressions se multiplient, souvent près de lieux du quotidien. Arrêt de bus, rue résidentielle, trajet banal. La police lui donnera même un surnom, l'abuseur de Scarborough. Et pendant un temps, malgré des indices et des prélèvements, il reste libre. Ce nom finira par être associé à un homme, Paul Bernardo, né en 1964, élevé dans un foyer qui cache un malaise profond. À l'extérieur, il peut paraître lisse, séduisant, sûr de lui. À l'intérieur, les témoignages le décriront comme manipulateur, obsédé par le contrôle, capable de montrer un visage public impeccable tout en menant une double vie. Et puis il y a Karla Homolka, née en 1970. Une jeune femme décrite comme polie, sage, issue d'une famille aimante. Mais derrière cette image, des fragilités, une fascination malsaine pour la domination et surtout une rencontre qui va tout empoisonner. Ils se rencontrent à la fin des années 80. L'attirance est immédiate mais toxique. Très vite, leur relation se structure autour d'une dynamique d'emprise. Paul exige, Karla s'adapte, se plie, puis progressivement participe. À l'extérieur, ils ressemblent à un couple de rêve. À l'intérieur, c'est un pacte. Leur histoire bascule dans l'irréparable au début des années 90, avec un drame qui touche directement l'entourage de Karla. Sa propre sœur, adolescente, meurt dans des circonstances d'abord présentées comme accidentelles. À l'époque, la version officielle endort les soupçons. La famille n'imagine pas que Karla ait pu jouer un rôle. Mais cette mort devient un point de non-retour, une ligne franchie, après laquelle le couple s'enfonce dans une spirale de violence. En 1991, une adolescente, Leslie Mahaffey, disparaît après s'être retrouvée dehors, tard, à cause d'un couvre-feu. Elle croise leur route,
et elle ne rentrera jamais chez elle. Puis en 1992, Kristen French, 15 ans, disparaît à son tour. Là encore, des témoins signalent un couple, une voiture, mais peu d'éléments exploitables sur le moment. Ce que l'enquête révélera plus tard, c'est l'existence d'un monde privé terrifiant, construit dans une maison de banlieue, un endroit où l'horreur n'était pas impulsive, mais organisée, et où certaines scènes auraient été enregistrées comme si le crime devait devenir un trophée. Pendant ce temps, le couple continue de jouer la comédie, et c'est peut-être l'un des aspects les plus glaçants. Ils se marient en juin 1991 lors d'une cérémonie luxueuse. Vidéo de mariage, sourires, champagne, invités, alors que, selon la justice, la violence a déjà commencé. Mais le masque finit par se fissurer. Leur relation se dégrade. Violence conjugale, paranoïa, tension. En 1993, Carla fuit après une agression. Et presque au même moment, la science rattrape Paul. La police recoupe enfin les preuves ADN collectées des années plus tôt. Paul Bernardo est arrêté et identifié comme l'agresseur recherché depuis la fin des années 80. Carla, elle, comprend vite que sa survie judiciaire dépend d'un marché. Elle négocie une immunité partielle en échange de témoignages, en se présentant comme victime contrainte, une version qui, au départ, convainc une partie des enquêteurs. Puis arrive le détail qui fait exploser le récit. Lors d'une perquisition en 1993, les policiers découvrent des cassettes vidéo dissimulées. Et ce qu'elles contiennent change tout. Elles montrent que Carla n'est pas seulement une femme terrorisée, mais une participante active. Trop tard pourtant, l'accord judiciaire est déjà signé. Le pays entier assiste alors à un scandale moral et juridique. Cette sensation atroce, la justice a dealé avec le diable sans connaître toute la vérité. En 1995, le procès de Paul Bernardo captive le Canada. Les jurés voient des éléments insoutenables, volontairement peu décrits dans les médias pour préserver la dignité des victimes. Paul, au bout de tout ça, est reconnu coupable. Meurtre, agression intime multiple. Il est condamné à la prison à vie et restera incarcéré. Tandis que Carla, elle, purge la peine négociée. À sa sortie, en 2005, elle change d'identité, tente de se reconstruire ailleurs, refait sa vie. Mais l'indignation persiste. Parce que dans la mémoire collective, elle n'est pas celle qui s'en est sortie, elle est celle qui a participé et qui, malgré tout, a pu retrouver sa liberté. Cette affaire laisse une trace profonde au Canada. Elle relance des débats sur les accords de plaidoyer, sur la gestion des preuves dans les dossiers d'agression intime et sur la manière dont l'image, le couple parfait, la banlieue paisible, la mariée en blanc, peut devenir un camouflage. Et c'est peut-être la phrase qui résume le mieux ce dossier. Le mal ne porte pas toujours un visage monstrueux, parfois il porte une alliance et un sourire parfait. Ian Brady et Mira Hindley, deux noms qui, en Grande-Bretagne, ont fini par devenir autre chose que des identités, un avertissement. Pendant des décennies, leur simple évocation a suffi à glacer une pièce, comme si l'air se souvenait encore de ce qu'ils avaient fait sur les landes de Saddleworth, près de Manchester. Au début des années 60, le pays change de visage. La radio diffuse les Beatles, l'optimisme revient après l'austérité de l'après-guerre. Une jeunesse nouvelle rêve de liberté, d'amour, de modernité. Et c'est précisément dans cette époque, qui se veut plus lumineuse, qu'un couple se forme, avec une noirceur qui va contaminer une génération entière. Ian Duncan Stewart Brady naît le 2 janvier 1938 à Glasgow. Enfant placé, enfance cabossée, froide, solitaire. Très tôt, il se façonne un masque, celui d'un garçon intelligent, cultivé, supérieur. À l'adolescence, il montre déjà une fascination dérangeante pour la violence et le contrôle. À l'âge adulte, il s'installe à Manchester et travaille comme employé. Il lit beaucoup. Il lit surtout ce qui nourrit son mépris, l'idée que la morale n'est qu'une invention des faibles et que certains êtres sont faits pour dominer. Il parle de crime parfait, comme d'un défi intellectuel. À un collègue, il lâche un jour une phrase qui résonnera comme une prophétie. Certaines personnes seraient nées pour tuer. Mira Hindley naît le 23 juillet 1942 à Gorton, dans la région de Manchester. Une enfance sous tension, un père violent, une mère épuisée. Mira grandit avec la dureté comme horizon et une envie de s'extraire de sa condition, de devenir quelqu'un d'autre. En 1961, elle entre chez Millwards, une entreprise où Ian Brady travaille aussi. Elle a 18 ans, lui en a 23. Entre eux, ça ne ressemble pas à une romance, ça ressemble à une emprise qui se met en place. Brady la fascine, sa confiance, son intelligence froide, sa façon de parler comme s'il détenait une vérité que les autres ignorent. Hindley, elle, s'accroche, elle veut être choisie, elle veut compter. Et très vite, elle se transforme pour coller à l'image qui l'attend.
Nouvelle tenue, cheveux décolorés, attitude plus dure, comme si sa propre identité pouvait être remaniée, pièce par pièce, jusqu'à devenir une extension de lui. Brady ne lui offre pas seulement une relation, il lui ouvre une porte sur un univers mental où la compassion est une faiblesse, où l'être humain devient un objet, un matériau. Il parle de pouvoir, de domination, d'idéologie, et surtout, il la persuade qu'ils sont au-dessus des autres, que ce qu'ils vont faire n'est pas un crime. C'est une preuve, une démonstration. À partir de 1963, quelque chose se fissure définitivement. Le couple planifie. Ils achètent un appareil photo, un magnétophone, une pelle. Ils suivent l'actualité, étudient les disparitions, observent les réactions, comme si le monde leur servait de terrain d'entraînement. Ils comprennent vite l'avantage qu'il les leur donne. Elle a l'air normale, même rassurante. Une jeune femme qui peut approcher sans déclencher d'alarme. Brady, lui, est la main qui commande. Elle, le visage qui attire. Entre juillet 1963 et octobre 1965, 5 victimes, toutes très jeunes, sont entraînées dans leur piège. Les détails exacts de leur acte ont marqué l'opinion au point que, longtemps, la presse et les tribunaux ont encadré ce qui pouvait être décrit publiquement. Mais une chose est certaine, ce couple ne cherchait pas seulement à faire disparaître, il cherchait à posséder, à humilier, à exercer un contrôle absolu. Puis, à effacer toute trace en enterrant les corps sur la lande de Saddleworth, cet endroit vaste et nu, battu par le vent où le sol semble avaler les secrets. La presse leur donne un nom, The Moors Murderers, les meurtriers des Landes. Un titre presque simple, presque journalistique, qui ne dit rien de l'abîme derrière. Leur chute pourtant ne vient pas d'une enquête brillante ni d'un hasard providentiel. Elle vient d'un troisième visage, David Smith. Un adolescent de 17 ans, marié à Maureen, la sœur cadette de Myra Hindley. Brady l'observe, le teste, le jauge. Il voit en lui quelqu'un de solide, quelqu'un qu'il pourrait peut-être impressionner ou entraîner. Puis une nuit d'octobre 1965, Smith se retrouve témoin d'une violence insoutenable. Là, sous ses yeux, il comprend ce qu'il avait refusé d'imaginer. Et ce moment-là change tout. Terrifié, il s'enfuit. Et le lendemain, il parle à la police. Quand les enquêteurs perquisitionnent la maison, ils ne tombent pas seulement sur des indices, ils tombent sur l'envers du décor. Des photographies, des éléments liés aux Landes et surtout, une preuve qui hante encore l'histoire britannique. Un enregistrement sonore d'une des victimes. Un fragment de réalité si brutal que son existence seule suffit à donner la nausée, sans même qu'on en décrive le contenu. À partir de là, l'affaire explose. Les recherches sur Saddleworth Moor s'intensifient. Des fouilles, des excavations. La lande devient un lieu de douleur publique. Et au fil des investigations, 2 corps sont retrouvés. Ceux de John Kilbride et de Leslie Ann Downey. Pour les familles, ce n'est pas une fin, c'est un choc supplémentaire. La confirmation de l'impensable. Brady et Hindley sont arrêtés, inculpés puis jugés en 1966 au tribunal de Chester Assize. Le procès est suivi par tout un pays. La Grande-Bretagne a l'impression d'assister à une perte d'innocence collective. Brady est condamné pour plusieurs meurtres. Hindley aussi. Reconnue coupable et considérée comme complice active, non pas une simple spectatrice. Tous deux écopent de la prison à vie, la peine maximale alors possible. Mais même derrière les barreaux, l'affaire ne s'éteint pas. Les années passent et pourtant, le mal reste ouvert, parce que toutes les victimes n'ont pas été retrouvées. Brady et Hindley, pendant longtemps, ne reconnaissent rien. Brady se réfugie dans la lecture, les théories, les recours. Hindley, elle, tente de remodeler son image. Elle se présente parfois comme repentie, parfois comme manipulée, parfois comme transformée par la religion. L'opinion publique, elle, ne suit pas. Pour beaucoup, la question n'est pas de savoir quel masque elle porte maintenant, mais quel rôle elle a réellement joué à l'époque. Dans les années 80, un nouveau chapitre s'ouvre. Des aveux tardifs, fragmentaires, contestés qui relancent les recherches et les débats. La police retourne sur les Landes et en 1987, le corps de Pauline Reed est retrouvé. Mais il en manque encore un, Keith Bennett. Son corps, lui, ne sera jamais localisé malgré des décennies d'espoir, de fouilles, de promesses, de supplications. Et cette absence devient presque le symbole le plus cruel de toute l'affaire. Même avec des condamnations, même avec le temps, certaines familles n'obtiennent jamais la paix. Myra Hindley meurt en prison en 2002 à 60 ans d'une défaillance cardiaque. Jusqu'au bout, elle tentera d'obtenir une libération conditionnelle, déclenchant à chaque fois une colère immense dans le pays. Pour beaucoup de Britanniques, l'idée qu'elle puisse sortir un jour était inconcevable, presque insultante. Ian Brady, lui, survit plus longtemps. Il meurt en 2017 à 79 ans dans un hôpital de haute sécurité, refusant jusqu'à la fin de révéler l'emplacement de la tombe de Keith Bennett, comme un dernier acte de contrôle, une dernière façon de garder dans la main
quelque chose qui ne lui appartenait pas. L'impact culturel des Moors Murder dépasse largement le fait divers. Cette affaire a transformé la manière dont le pays pense la sécurité des enfants, la menace des inconnus et surtout un point que la société a longtemps eu du mal à regarder en face: la participation féminine à la violence. Parce que Hindley, avec son visage de jeune femme ordinaire, a brisé une illusion confortable. Le mâle ne porte pas toujours un visage attendu, il peut se présenter avec un sourire, une coiffure soignée, un ton calme, il peut s'asseoir à côté de vous au travail. Livres, films, documentaires, chansons, l'histoire a été racontée et re-racontée au point que certaines villes, certains quartiers de Manchester ont longtemps refusé d'en parler comme on refuse de prononcer un nom maudit. Parce que ce couple n'a pas seulement tué, il a fissuré quelque chose dans l'imaginaire collectif. L'idée qu'un pays puisse rester innocent. Et au bout du compte, ce qui reste, c'est une vérité simple et terrifiante. Leur relation n'était ni une passion ni une folie romantique, c'était une alliance, une mécanique, une folie à deux qui ne s'est pas contentée de fantasmer le pouvoir, mais qui l'a exercé sur les plus vulnérables, puis a enterré ses preuves dans une lande froide, immense et silencieuse, une lande qui, encore aujourd'hui, semble porter l'écho d'un crime que le temps n'a jamais réussi à recouvrir. Dans ce chapitre, on ne parle pas d'erreurs ou de débordements. On parle de systèmes qui sont créés, de couples qui attirent, enferment, effacent, comme si, pour eux, les vies humaines ne sont que des pièces sur un échiquier. Et c'est précisément cette froideur qui rend ces histoires précisément insupportables. Dans l'imaginaire collectif, un tueur en série a souvent le même visage, jeune, impulsif, violent, mais parfois le mal a une autre apparence. Parfois, il a les traits d'un couple âgé, une ferme, des ventes de bétail, des sourires fatigués. Et cette impression rassurante, ils ont l'air gentils, ils ont l'air normaux. À la fin des années 80, dans le Missouri, quand des adjoints du shérif se rendent à la ferme de Ray et Faye Copeland, ils ne s'attendent pas à grand chose. À la base, l'affaire ressemble à une enquête routinière, de la fraude, des histoires de bétail, des chèques, ce genre de dossier rural qui finit souvent en amende ou en tribunal local. Mais ce qu'ils découvrent va faire exploser la réalité. Sur cette propriété, il n'y a pas seulement une arnaque, il y a une trace, une logique, un système et surtout, une série de disparitions. Ray Copeland est né en 1914 dans l'Arkansas, dans un monde où l'argent manque et où la débrouille devient une règle de survie. Très jeune, il dérive. Petits vols, combines, escroqueries liées au bétail, il enchaîne les coups tordus et les séjours en prison. Il se marie avec Faye, née en 1921. Elle grandit pauvre, très religieuse, très obéissante. Dans leur couple, un schéma se met en place. Ray domine, décide, impose. Faye se tait, s'efface et s'exécute. Aux yeux des voisins, ce sont des gens simples, durs certes, mais du coin. Un vieux couple qui vit à l'ancienne, qui vend du bétail, qui se débrouille. Personne n'imagine ce qui se joue derrière cette façade. Parce que derrière, Ray construit une mécanique. Son casier judiciaire l'empêche d'acheter du bétail légalement dans certaines ventes. Alors, il invente un plan qui marche. Et ce, pendant des années. Il recrute des hommes de passage, des travailleurs précaires, parfois sans domicile, parfois des autostoppeurs, et leur promet un deal simple. Un lit, un repas et un petit salaire. Puis, il utilise leur identité pour ouvrir des comptes et des lignes de crédit. Il les envoie acheter du bétail avec de mauvais chèques. Le bétail est revendu rapidement contre du cash avant que les chèques ne soient rejetés. Et quand les autorités commencent à poser des questions, l'homme embauché disparaît. Ray, lui, reste propre. Officiellement, ce n'est pas lui qui a signé. Un schéma parfait jusqu'au jour où ce schéma a besoin de silence permanent. Entre 1986 et 1989, au moins 5 hommes liés à la ferme Copeland disparaissent sans laisser de traces. Wayne Warford, Dennis Murphy, Jimmy Dale Harlin, John Freeman et Paul Cowan. Tous des travailleurs itinérants, vus vivant pour la dernière fois sur la propriété. Des gens que personne ne cherche avec insistance, des vies faciles à effacer. C'est glaçant, mais c'est précisément ce qui rend l'histoire possible, l'invisibilité sociale. Les enquêteurs finiront par croire que Ray les fait disparaître pour éliminer les témoins. Pas par colère, pas par impulsion, mais comme on ferme un dossier, comme on supprime une preuve. Et c'est là que cette affaire prend un surnom sinistre. Murder by the numbers. Meurtre par les chiffres. Parce qu'au fil de l'enquête, les policiers tombent sur quelque chose d'encore plus dérangeant qu'un mensonge. Une sorte de comptabilité. Une liste manuscrite, des noms d'un côté, des chiffres de l'autre et des marques, comme si quelqu'un gérait des vies humaines comme des lignes dans un registre. En 1989, tout bascule grâce à
un survivant, Jack McCormick, l'un des travailleurs récents de Ray qui est arrêté au Nebraska dans une affaire liée à la fraude. Et il raconte au détective qu'il a fui le Missouri parce que Ray a tenté de le tuer. Cette déclaration, cette fois, oblige les autorités à regarder la ferme autrement. Il fouille la propriété et là, l'enquête change de nature. Des corps sont découverts sur et autour du terrain. Les mêmes caractéristiques reviennent. Une exécution rapide, pratique, sans mise en scène. Le contraire d'un crime passionnel. Le geste d'un homme qui a décidé que ces personnes étaient devenues un problème. Ray et Faye Copeland sont arrêtés en août 1989. Au procès, une question obsède tout le monde. Faye était-elle complice ou prisonnière? La défense l'a décrit comme une épouse terrorisée, écrasée par un mari violent. Mais l'accusation souligne un détail décisif. La liste retrouvée est écrite de sa main, propre, soignée, comme si elle tenait les comptes et comme si elle savait. En 1991, Ray est reconnu coupable de 5 meurtres et condamné à mort. Il devient à l'époque le plus vieux condamné à mort des États-Unis, mais il ne sera pas exécuté. En 1993, après un AVC, il est jugé inapte et meurt en prison la même année. Faye est condamnée, elle aussi, à mort. Puis, au fil des années, l'opinion se divise. Certains la voient comme une victime tardive, d'autres comme une partenaire silencieuse. Sa peine est commuée en prison à vie en 1999 et en 2002, elle est libérée pour raison médicale. Elle meurt quelques mois plus tard. Là où cette affaire frappe très fort, ce n'est pas seulement la liste des victimes, c'est le contraste. Ray et Faye Copeland avaient l'air d'un couple âgé sans histoire. Une petite ferme, des ventes locales, une routine. Et derrière cette façade, ils auraient traité des êtres humains comme des chiffres, comme des outils, comme des erreurs qu'on efface. Leur histoire brise un mythe, celui que le mal est forcément jeune, impulsif, spectaculaire. Parfois il est délibéré, méthodique et grisonnant. Et il se cache dans les endroits où personne ne regarde. Dans le désert du Nouveau-Mexique, il existe un endroit où le silence n'est pas apaisant. Il est épais, presque hostile. Une région faite de routes interminables, de lacs artificiels, de petites villes qui semblent vivre à l'écart du monde et où, pendant des années, un homme a pu cacher sa vraie nature derrière un masque de voisin ordinaire. Cet homme s'appelait David Parker Ray. De l'extérieur, rien ne le distinguait vraiment. Un mécanicien, quelqu'un qui rend service et qui connaît tout le monde, le type qu'on croise sans y penser, mais derrière cette façade, il cultivait depuis longtemps une obsession sombre, méthodique, qui ne ressemblait pas à une impulsion, mais à un projet, une vie parallèle construite avec patience. Il naît en 1939 dans une famille instable. L'enfance est marquée par la violence, l'alcool, l'absence d'un cadre sécurisant. Les années passent, il grandit, travaille, se marie, se sépare, refait sa vie et la société continue de le voir comme un homme normal. C'est justement ça le plus glaçant. La normalité peut servir de camouflage. Avec le temps, il s'installe près d'Elephant Butte, pas loin de Truth or Consequences, une zone où l'on croise des voyageurs, des marginaux, des personnes fragiles, parfois isolées. Un terrain parfait pour un prédateur qui sait repérer les failles, qui comprend comment attirer, manipuler, enfermer. Et dans cette région, David Parker Ray ne se contente pas de fantasmer, il organise. Il aménage alors ce qui deviendra le cœur de sa légende macabre. Une remorque, insonorisée, conçue comme une pièce à part du monde. Un endroit pensé pour briser quelqu'un, pas en une minute, mais en plusieurs étapes. L'isolement, la peur, la confusion, le contrôle. Les détails exacts de ce qui s'y passait sont trop insoutenables pour être racontés frontalement et c'est aussi une manière de respecter les victimes, mais l'idée est claire, tout y était fait pour retirer à une personne toute sensation de sécurité, de temps et d'identité. Et David n'est pas seul. À un moment, une femme entre dans son orbite, Cindy Handy. Elle n'est pas un simple témoin, elle devient une complice, une présence active. Quelqu'un qui participe à l'engrenage, qui aide à attirer les victimes, à les maintenir sous emprise, à brouiller les pistes. Dans ce duo, il y a une dynamique de dépendance, de fascination, de soumission aussi. Mais au bout du compte, l'effet est le même. Le monstre fonctionne mieux à deux. Les années passent, les rumeurs existent, forcément. Il y a des disparitions, des histoires floues, des gens qui ne se souviennent pas, des traumatismes qui ressemblent à des cauchemars trop précis. Mais rien ne se fixe. Rien n'explose. Parce que ce type de criminel compte sur une chose, la honte, la peur et le fait que certaines victimes n'oseront jamais parler ou ne seront pas crues. Jusqu'au jour où tout se fissure. En mars 1999, tôt le matin, une femme est aperçue dans les rues d'Elephant Butte.
Elle court, elle est en état de choc, elle a l'air de sortir d'un endroit où personne ne devrait se trouver. Elle a sur elle des signes évidents de captivité. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une intuition, c'est un fait brut, une scène impossible à ignorer. Quelqu'un finit par l'aider, les autorités sont prévenues. Et là, la mécanique se retourne contre David Parker Ray. L'enquête s'accélère, les arrestations suivent, David est arrêté, Cindy aussi. D'autres noms apparaissent, des connexions, des récits, des éléments matériels. Et au fil du dossier, une réalité se dessine. Il ne s'agit pas d'un crime unique, ni d'un dérapage. C'est une habitude, un système, un mode opératoire répété au fil du temps. Mais même quand tout est découvert, un autre cauchemar commence. Celui des preuves. Parce que dans ce genre d'affaires, il ne suffit pas d'être certain. Il faut pouvoir le prouver. Relié, daté, confirmé. Et beaucoup de victimes marquées par ce qu'elles ont vécu, parfois sous l'effet de substances ou de traumatismes profonds, peinent à reconstruire des souvenirs utilisables juridiquement. Certains sont identifiés tardivement et d'autres restent dans l'ombre. David Parker Ray, lui, reste au centre. Il est condamné pour une série de crimes graves et écope d'une peine écrasante. Plus de 2 siècles de prison au total. Les enquêteurs, eux, soupçonnent un nombre de victimes bien plus élevé, mais toutes les disparitions ne peuvent pas être reliées formellement à lui devant un tribunal. Et c'est l'une des frustrations monstrueuses de l'affaire. La sensation que la vérité dépasse ce que la justice peut enfermer dans un dossier. Cindy Handy finit, elle aussi, par être condamnée lourdement. Et plus tard, après de nombreuses années, elle sortira finalement de prison. Cette seule phrase suffit à donner envie de serrer les poings. Parce que dans l'esprit du public, certains noms ne devraient jamais retrouver l'air libre. David Parker Ray, lui, meurt en 2002, juste avant d'être interrogé à nouveau sur des pistes encore ouvertes. Comme si, une dernière fois, le sort lui permettait d'emporter avec lui des réponses. Et derrière, il reste une région qui n'a jamais vraiment pu refermer la plaie, des familles sans certitude, et une question qui hante toutes les histoires de ce type. Combien de temps un monstre peut-il vivre au milieu des autres avant que quelqu'un ne remarque enfin que le masque n'est qu'un décor? Los Angeles, au cours de la fin des années 70, la ville brille, la nuit avale tout le reste, et parfois dans ce décor de néon, il suffit de 2 personnes pour transformer l'époque en abattoir. Carol Bundy n'a pas grandi dans un foyer normal. Très tôt, elle apprend à survivre en se fabriquant une autre réalité, une version plus douce, plus belle, plus supportable. Comme si, à force de raconter une histoire, elle pouvait la rendre vraie. Dans ses souvenirs, l'enfance devient une carte postale, quitte à gommer ce qui dérange, quitte à réécrire ce qui fait mal. Cette mécanique de défense finira par la rendre perméable à l'impensable. Doug Clark, lui, vient d'ailleurs. Une jeunesse plus stable, un vernis de bonne éducation, une intelligence sociale capable d'ouvrir des portes, puis d'y enfermer les gens. Il sait observer, repérer les failles, choisir des personnes isolées, fragiles, faciles à accrocher, et surtout, il sait mentir avec une assurance tranquille, comme si la vérité n'était qu'une option. Quand ils se rencontrent autour de Noël 1979, quelque chose s'emboîte trop vite. Pas une romance, pas une fusion douce, plutôt un engrenage. Ils s'installent ensemble rapidement, et l'appartement devient une cage invisible où les limites se dissolvent. Au début, l'extérieur ne voit rien. Un couple, des habitudes, une vie presque banale, mais à l'intérieur, l'idée du toujours plus loin s'installe et avec elle, une pente. Les fantasmes de Doug ne restent pas des mots. Ils glissent vers une obsession de domination, puis vers une violence qui ne cherche même plus d'excuses. Carol, au lieu de fuir, s'accroche. Elle tolère, elle couvre, elle se convainc. Peut-être qu'elle se convainc surtout qu'elle contrôle quelque chose, qu'elle peut contenir le monstre en restant près de lui. C'est le mensonge le plus dangereux. Croire qu'en étant à côté, on empêche, alors que parfois, on facilite. Le basculement est rapide. En 1980, la police commence à entendre parler de corps retrouvés, de scènes froides, de victimes qu'on ne parvient pas toujours à identifier. Les journaux s'emparent d'un surnom, puis d'un autre. Sunset Strip, comme si donner un titre à l'horreur permettait de la tenir à distance. Sur le papier, tout devient une affaire. Dans la rue, c'est une peur nouvelle, plus sourde qui s'accroche aux épaules. Doug agit d'abord comme s'il était seul, et quand il raconte comme on se vante. Carol vacille, panique par moments, menace de parler, puis se ravise. Elle appelle parfois à l'aide, mais coupe la phrase avant d'aller au bout. Chaque fois qu'elle hésite, Doug serre le lien. Il la rassure, lui promet qu'elle ne paiera pas, qu'il endossera tout si un jour ils sont arrêtés, et Carol s'accroche à cette promesse comme à une bouée, sans comprendre que ce n'est pas une bouée, c'est une laisse. Autour d'eux, des témoins existent. Des gens qui croisent, qui entendent, qui voient une incohérence
ou un détail trop sombre, une confidence lâchée sous l'alcool. La vérité, souvent, ne tombe pas d'un coup, elle s'accumule, elle s'entasse dans les conversations, les regrets, les silences, jusqu'à devenir trop lourde. Et à mesure que l'été avance, l'étau se resserre. Carole commence à craquer. Pas forcément par remords pur, plutôt parce que l'horreur déborde, parce que le mensonge devient impossible à tenir dans une gorge humaine. Elle parle à une collègue, elle s'effondre, elle avoue, et cette fois, le secret ne retourne pas dans l'ombre. Quand la police débarque, elle ne tombe pas sur un simple appartement. Elle tombe sur des preuves, des traces, des éléments qui racontent une histoire que personne n'a envie d'entendre jusqu'au bout. Carole se met à parler vite, trop vite, comme quelqu'un qui essaye de se sauver en courant dans un couloir sans sortie. Doug, lui, tente une autre stratégie, se présenter comme manipulé, comme victime d'une femme dangereuse, retourner le récit, retourner les rôles. Mais la chronologie, les recoupements, ce que les enquêteurs ont déjà, tout finit par le rattraper. Au tribunal, la question qui obsède tout le monde n'est pas seulement qui a fait quoi, mais qui a entraîné qui. Est-ce que Carole a été aspirée ou est-ce qu'elle a choisi? Est-ce qu'elle a suivi ou est-ce qu'elle a participé avec une froideur qu'on refuse d'imaginer? Les avis s'opposent, les spécialistes débattent, la défense tente de semer le doute et le public cherche un scénario simple. Le problème, c'est que les histoires les plus monstrueuses ne sont presque jamais simples. La justice tranche et Doug Clark est reconnu coupable et condamné à la peine capitale. Carole Bundy, elle, échappe à ce sort, notamment grâce à sa coopération et à ce qu'elle révèle, mais elle n'échappe pas aux décennies derrière les barreaux. Le couple n'existe plus, il se dissout dans des dossiers, des dates, des numéros d'écrou. La ville, elle, reste avec une cicatrice, une de plus. Et au bout, il y a cette vérité qui dérange. Parfois, l'horreur ne ressemble pas à un monstre, parfois, elle ressemble à deux silhouettes ordinaires qui rentrent chez elles le soir, ferment la porte et laissent dehors l'illusion du monde normal. Elles s'appelaient Gwen et Cathy, deux collègues d'abord, deux amies ensuite, et à la fin, deux amantes liées par un pacte si malsain qu'il ressemblait à une promesse de sang. Dans leur tête, ce qu'elles allaient faire ne devait pas les séparer. Au contraire, elles étaient persuadées que partager un secret irréparable les souderait à vie, qu'après ça, plus rien, ni un regard, ni un remords, ni même la peur, ne pourrait les défaire. Elles travaillent toutes les deux dans une maison de retraite du Michigan, un établissement tranquille en apparence où l'on croise des couloirs propres, des sourires professionnels, des chambres silencieuses. Et c'est précisément pour ça que leur idée a pris racine si facilement là-bas. Car là-bas, les victimes étaient vulnérables, isolées, parfois trop faibles pour se défendre et surtout souvent incapables de raconter ce qu'elles avaient vécu. Gwen et Cathy ont commencé à choisir les plus faibles comme si elles jouaient à un jeu, comme si la vie humaine n'était qu'un bouton qu'on peut éteindre. Mais rien de tout ça n'est né par magie. Gwen portait déjà quelque chose de cassé depuis l'enfance. Elle a grandi entre des règles dures, une affection rare et une éducation où la force se confondait avec la cruauté. Très jeune, elle a été confrontée à la mort de façon brutale et elle n'a jamais vraiment appris à la regarder sans que ça la déforme. Avec le temps, sa tristesse s'est transformée en comportement étrange, puis en besoin de contrôle, puis en colère muette. À l'adolescence, ses blessures n'étaient pas seulement invisibles, elles devenaient parfois volontaires, comme si la douleur était un langage qu'elle était la seule à comprendre. Cathy, elle, venait d'un autre chaos, une enfance où elle ne se sentait jamais vraiment choisie, jamais vraiment aimée comme il fallait. Elle cherchait sa place et elle la cherchait trop fort. Son parcours sentimental l'a abîmée, sa confiance aussi. Et son identité s'est construite dans la confusion, les secrets et une solitude qui colle à la peau. Quand elle a fini par décrocher ce travail d'aide-soignante, elle a eu l'impression de renaître un peu. Un salaire, une routine, une forme de stabilité. Une vie normale. Sauf qu'elle a rencontré Gwen. Et Gwen avait cette présence, intense, magnétique, dangereuse sans même le vouloir. Au début, c'était presque banal. Deux femmes qui se rapprochent, qui se comprennent, qui se protègent. Puis c'est devenu fusionnel. Et dans cette fusion, quelque chose s'est glissé. Un goût pour les limites, puis pour les interdits, puis pour l'idée de franchir la dernière barrière. Gwen parlait de choses sombres, comme d'un fantasme, d'une provocation, d'un jeu. Cathy riait, gênée, mais elle restait. Et à force de rester, on finit parfois par accepter l'inacceptable. Au tout début, leur plan a échoué. Elles se sont rendues compte que tuer quelqu'un, même quelqu'un de très faible, n'était pas aussi simple qu'un scénario dans la tête. Alors elles ont reculé et elles ont attendu, jusqu'au jour où elles ont compris comment faire sans bruit, sans scène, sans alarme immédiate. C'est là que tout a basculé. Pendant plusieurs semaines, à l'intérieur même de l'établissement, des décès se sont enchaînés.
trop vite, de manière trop concentrée. Et Gwen et Cathy, elles, continuaient d'apparaître comme des employées modèles, présentes, efficaces, polies, presque appréciées. Elles avaient même le culot de plaisanter devant certains collègues. Des blagues sombres, lâchées comme ça au détour d'un couloir. Personne ne voulait y croire, personne n'imaginait que derrière ces sourires, il y avait un rituel. Un duo qui se nourrissait du frisson, du pouvoir et de l'idée que personne ne les verrait jamais. Mais comme souvent, ce n'est pas la police qui casse un pacte pareil, c'est l'humain. Cathy a fini par flancher. Au fil des mois, quelque chose en elle s'est fissuré. Pas forcément par morale pure, mais parce que la réalité d'un secret pareil finit par pourrir tout ce qu'il touche. Elle s'est éloignée de Gwen, a tenté de reprendre une vie à côté, et Gwen, elle, n'a pas supporté de perdre la main. Leur relation s'est dégradée, la tension est montée, et Cathy s'est retrouvée seule, avec ce poids qui lui écrasait la poitrine. Un jour, elle a parlé. D'abord à un proche, ensuite la machine s'est enclenchée. Les enquêteurs ont replongé dans les dossiers, dans les dates, dans les présences, dans les témoignages de collègues qui, après coup, se souvenaient de détails bizarres qu'ils avaient ignorés. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas toujours de preuves matérielles nettes. Dans un lieu où la mort est fréquente, il est facile de se cacher, surtout quand on sait exactement comment ne pas laisser de traces. Mais cette fois, les morceaux ont fini par s'assembler. Gwen et Cathy ont été arrêtés. L'établissement a découvert, trop tard, ce qui s'était joué sous ses néons. Et le pacte d'amour s'est effondré comme il devait s'effondrer. Dans la trahison, dans la peur, dans le besoin de sauver sa peau. Au tribunal, Cathy a tenté de se présenter comme l'ombre de Gwen, la victime d'une influence, la suiveuse. Peut-être qu'elle l'était en partie, peut-être pas. Ce qui est sûr, c'est que Gwen, elle, a été condamnée à plusieurs peines à perpétuité sans possibilité de libération. Et Cathy a pris une lourde peine elle aussi, avec l'étiquette impossible à décoller, complice. Au final, il ne restait plus rien de leur promesse. Ni amour, ni éternité, juste un couloir d'hôpital, des familles sans réponse et une vérité froide. Parfois le pire n'a pas besoin de masque, il suffit d'un uniforme, d'un sourire et de quelqu'un en face qui ne crie plus. Henry Lee Lucas et Otis Toole, deux noms qui, pendant des années, ont flotté au-dessus de l'Amérique comme une menace diffuse. Parce qu'ils n'étaient pas seulement liés à des crimes, ils étaient liés à une histoire qui déborde, une histoire où la réalité se mélange à la mythomanie, où les aveux deviennent une arme et où la police elle-même finit parfois pris au piège d'un récit trop énorme pour être vrai. Tout commence dans des enfances brisées. Otis Toole naît en 1947, en Floride, dans un environnement instable et violent. Très tôt, il devient cet enfant à part, errant, fasciné par les cimetières, traînant déjà une noirceur qui semble lui coller à la peau. Sa scolarité est chaotique, son parcours marqué par des humiliations, des abus, une marginalité constante. Puis viennent les premiers délits, les dérives et cette obsession grandissante, le feu. Chez lui, l'incendie n'est pas un accident, c'est une pulsion. Henry Lee Lucas, lui, naît en 1936 en Virginie. Là aussi, la misère, la violence, l'errance. Son foyer ressemble moins à une maison qu'à un piège. Très jeune, il fuit, il vole, il survit. Il apprend à mentir comme on apprend à respirer, parce que mentir, c'est parfois la seule manière de se donner une identité quand on n'a rien. Et c'est là que leur histoire devient encore plus malsaine, quand ils se rencontrent. Vers le milieu des années 70, Lucas et Toole se rapprochent et leur relation glisse vers quelque chose de fusionnel, destructeur. Ils vivent ensemble à Jacksonville. À certains moments, Lucas semble presque stable. Il travaille, répare des voitures, pose des toits. Mais cette façade ne tient jamais longtemps, parce qu'avec Toole, tout finit par sentir la cendre. Dans leur sillage apparaîtra une adolescente, Frida Becky Powell, la nièce de Toole. Une gamine fragile, déjà en difficulté, déjà cabossée par la vie. Lucas s'attache à elle, l'embarque, l'entraîne, et quand elle disparaît, l'histoire bascule définitivement dans l'horreur. Plus tard, Lucas avouera l'avoir tuée, ainsi qu'une vieille dame, Kate Rich, chez qui ils avaient travaillé avant d'être chassés pour vol. Les versions changent, les détails fluctuent, mais une chose reste. Derrière eux, il y a des absences et des morts. Pendant ce temps, Toole continue de sombrer. En 1982, il enferme un homme âgé dans une maison, met le feu et l'homme meurt peu après. Même en prison, Toole parle de l'incendie avec une légèreté glaçante, comme si le feu était une religion et la souffrance un spectacle. Puis vient le moment où tout explose, les aveux. Une fois arrêtés, Lucas et Toole ne se contentent pas de reconnaître quelques crimes. Ils racontent et ils racontent encore. Des dizaines, des centaines, parfois des milliers de victimes. Leurs confessions traversent les États, franchissent les frontières, alimentent la presse, font trembler l'opinion. Par moments, ils inventent des sectes sataniques, des cultes,
des missions, des rituels, comme si le mensonge devenait un décor, une mise en scène destinée à donner à leur violence une dimension mythologique. Sauf qu'au bout du compte, les preuves ne suivent pas. Et c'est là l'aspect le plus dérangeant de toute cette affaire. Parce qu'au lieu de casser net ces récits délirants, certaines enquêtes se laissent happer. Des services, sous pression pour résoudre des dossiers, finissent par égoutter Lucas comme s'il détenait la clé de tout. Dans certains cas, on lui donne même accès à des informations confidentielles, ce qui rend ensuite ses aveux plus crédibles et plus difficiles à démêler. Résultat, un chaos. Des familles qui espèrent, d'autres qu'on brise une seconde fois. Des dossiers qu'on croit clos et qui ne le sont pas. Au milieu de ce brouillard, un nom revient comme une cicatrice nationale. Adam Walsh, un enfant disparu en Floride en 1981. Toole a fini par avouer, mais l'affaire est devenue un labyrinthe de contradictions, d'erreurs, de preuves perdues, de décisions discutées. Pendant longtemps, il n'a même pas été inculpé pour ce meurtre. Des années plus tard, les autorités ont annoncé considérer le dossier comme résolu, mais dans l'esprit du public, cette histoire est restée associée au même sentiment, celui d'une vérité qu'on approche sans jamais la tenir complètement. Finalement, malgré l'ampleur de leur récit, ce que la justice retiendra avec certitude est bien plus réduit que ce qu'ils ont prétendu. Lucas sera suspecté d'implication dans plusieurs affaires, mais seules quelques-unes seront formellement établies. Toole, lui, sera condamné pour plusieurs meurtres. Tous deux écopent d'abord de lourdes peines, puis leur condamnation évolue au fil des procédures, jusqu'à finir en prison à vie. Ils meurent derrière les barreaux. Otis Toole en 1996 et Henry Lee Lucas en 2001. Et au bout du compte, c'est ça le poison de leur histoire. Ils ont tué, oui, mais ils ont aussi contaminé la vérité. Parce qu'ils ont compris quelque chose de terrifiant. Dans un monde qui veut des réponses, il suffit parfois de parler, de broder, d'inventer et de regarder les gens s'accrocher à ce récit comme à une bouée. Lucas et Toole ne laissent pas seulement des corps derrière eux, ils laissent une traînée de fumée dans laquelle la réalité et le mensonge continuent de se confondre. Mesdames et messieurs, on en a fini pour ces différentes histoires. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. J'ai beaucoup aimé partager ces histoires avec vous, malgré le fait que ces histoires soient tout bonnement horribles. Mais en tout cas, j'ai apprécié en prendre connaissance pour vous les partager derrière. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si ça vous a plu, laissez un j'aime. Abonnez-vous, c'est encore une fois extrêmement important, je le rappelle. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, AkenTV. Dites-moi aussi en commentaire d'ailleurs ce que vous avez fait pour la Saint-Valentin, si vous avez fait quelque chose. C'est pas quelque chose d'obligatoire en soi. Je peux vous confesser que j'ai passé la Saint-Valentin au lit avec la maladie, plus fidèle que mon ex. je rigole. Mais dites-moi, je trouve ça cool de savoir un petit peu ce que vous avez pu faire de vos vies. Soirée tranquille à la maison, une sortie, je pense forcément une soirée mieux que la mienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie, c'était un plaisir pour moi. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!